Donc aujourd'hui, on est sur tout l'écran. On est sur notre deuxième session. Vous voyez, ok. Le partage est ok pour tout le monde. Tout bon pour tout le monde? Le partage, c'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, donc deuxième session aujourd'hui. On va lancer, puis les gens arriveront éventuellement en plus. Donc deux sujets aujourd'hui. Le temps que du coup dans le groupe, il y ait des gens qui spontanément proposent des sujets sur lesquels avancer. Aujourd'hui, on va remettre un coup sur le découpage découpage de site web. Comment est-ce qu'on imaginerait ça sur Gutenberg? Donc voilà, beta.288 toutattaché.com/fr. C'est une agence de Montréal, je crois. Et dans un deuxième temps, en fait, on va essayer on va parler d'espacement quand on intègre des sites web. Donc, il n'y a pas de slide en particulier, mais en fait, on va essayer d'illustrer des principes d'espacement qu'on peut industrialiser sur tous les projets. C'est une thématique sur laquelle, à l'époque de Fantassin, on a bossé pendant très très longtemps, parce que les espacements, c'est un gros sujet. Et c'est toujours assez compliqué de définir. Enfin, ça n'existe pas de définir des espacements identiques pour tous les blocs, en fait, parce que chaque bloc n'a pas la même fonction, n'est pas composé de la même manière, etc., etc. Donc, on va voir comment on peut faire ça. Et je vous proposerai de lancer des bases de discussion, et puis après, chacun pourra compléter. Donc, bien sûr, on aura toujours notre petite démo ici. Je vais la vider d'ailleurs. Notre petite démo Gutenberg pour quand on fait le découpage, pour tester en direct des implantations. Oui, des implantations, bien sûr. Des implémentations. Et puis voilà, donc je vais scroller, et Dareth, qui nous a proposé ce beau projet, en fait, va attaquer. Il va nous proposer sa traduction, sa petite version. Et puis après, on va itérer. Alors, je l'ai déjà fait dans l'épisode 1. T'es sûr que tu veux pas laisser Benoît faire? Et qu'est-ce que je veux dire? Je t'avoue, j'écoutais à moitié, je disais un message en même temps. Toujours l'introduction. Bah, qu'est-ce que tu veux Mais c'est dire? bon, je suis focus. Ça y est, je suis focus. J'ai mis la conf en plein écran. C'est bon? Tu as donné le Ouais. toplexil à l'enfant? Il dort? Oui, je suis même pas là. Ici, je suis au bureau, donc Ok, je suis sans d'accord. info. Bah, du coup, tu avais proposé ça. Donc, Benoît, si tu te sens, tu peux essayer de te lancer dans. L'idée, c'est comme sur la session 1, en fait, on prend un site du marché qu'on trouve sur des sites, enfin, qu'importe l'endroit où on le trouve. Et l'idée, c'est d'essayer de redécouper ce site comme si on devait le monter avec Gutenberg ou le FSE. Et du coup, l'idée, c'est surtout de se rendre compte qu'en fait, les limites qu'on a avec Gutenberg ou qu'on a avec le full site editing, c'est assez souvent des limites qu'on se pose nous-mêmes, parce que sur la première session, on se rendait compte qu'il y a plein de choses qu'on peut réaliser. Parfois, il y a un peu de développement custom, bien sûr, mais ça, c'est la vie. Mais de manière générale, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Donc, Benoît ou Dareth, je ne sais pas comment vous voulez. S'il y en a un de vous deux qui veut se lancer, je vais, pour qu'on voit un peu le site, je vais un peu scroller dans la page pour qu'on. Voilà, il y a une espèce de colonne à gauche avec des trucs qui s'ouvrent et qui se ferment, qui composent un petit peu la nave du site. Et sur la droite, en fait, on a une autre colonne plutôt orientée sur le contenu. Donc voilà, en bloc Gutenberg, qu'est-ce que ça donne? Comment est-ce que vous testeriez le truc? On va faire un dernier petit test aussi, hein. Rappelez-vous. Responsive. Ça. En mobile, voir comment ça rend. Et on revient au best-of. Bah, du coup, Benoît, tu te lances? Ok. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que on a quelque chose qui récupère des projets. Donc, pour moi, on n'est pas sur on est sur un template avec une boucle.
Ok. On va pas gérer toute la colonne de droite, par exemple. Ça va être récupéré de manière dynamique. Tu parles de cette section-là, hein. Attends. Oui, Ok. c'est comme ça que j'essaierai en tout cas. Euh, Après, concrètement, on a donc sur la partie droite, chaque ligne, on va dire, correspond à un projet qui peut avoir parfois 2 colonnes. Sur la partie de droite. Ah ouais, t'es allé Ouais, sur d'autres enfin, pages. oui, pardon, je suis en train de. Ok. Mais Donc là, si on commence par exemple par la structure générale, comment est-ce que tu attaquerais? voilà la structure du template. Il ne veut pas changer de projet. Sur mobile, la colonne de gauche elle disparaît. Attends, je vais ouvrir ça sur mobile aussi dans un. C'est l'inverse, c'est à droite que ça disparaît. Voilà, ça comme ça et comme ça. J'avoue, je t'ai laissé un peu dans la merde. Il y a plusieurs pièges que je vois. En fait, que, Après, dans un premier temps, J'ai pas regardé le site avant non plus. avant d'attaquer les pièges, on peut déjà essayer de détecter oui, les le truc blocs, simple. la structure, parce qu'après, s'il y a des pièges ou des spécificités, on l'a vu la dernière fois, il suffit qu'on déclenche une classe en particulier et on peut les gérer. Ouais, ouais. Donc, si on attaque déjà par la structure, en fait, même du template avant d'entrer dans le détail, il y a quand même quelque chose qui Bah, a. au niveau de la structure, on peut partir sur un bloc groupe en mode RAW. Et, Donc, pour la colonne de gauche, tu fais un groupe, pour la colonne de droite, tu fais un autre groupe. C'est ça? euh, C'est-à-dire, ce que j'appelle la colonne c'est un de bloc droite, RAW. Donc, c'est cette ça zone. utilise Flexbox. Et puis en CSS, en CSS, tu masques la colonne de gauche selon le besoin. Ok, d'arrête. Bah, ça y est, tu m'as reconverti aux colonnes. J'en ai réimplémenté pas mal ces derniers temps. Non, je partirais sur 2 colonnes. Il y a un truc qui est un peu bizarre sur la colonne de droite. Hein. Tu as, le H1, enfin toute la colonne de droite qui disparaît. Ouais, en mobile. Bref, c'est un détail qui. Mais bon, du coup, tu fais disparaître le H1. Mais bon. Et en dessous, bah, c'est un bloc vidéo. Hein, pour le coup, c'est ça qui paraît impressionnant au départ, mais en fait, c'est qu'une vidéo. Bah, pour la disparition, pour le coup, tu es obligé de le faire en CSS. Dans le bloc colonne, tu n'as pas d'option native qui te permet de faire disparaître un élément en fonction en fonction de la taille d'écran. Enfin, en tout cas, il ne me semble pas. Euh, donc voilà pour la colonne de droite. Ah oui, et tu mets la colonne de droite, enfin les éléments de la colonne de droite, tu les regroupes et tu les mets en sticky, quoi. Pour que quand tu défiles la colonne de gauche, et ben t'as toujours le H1 et le bloc vidéo qui reste affiché quand tu scrolles à gauche, quoi. En sticky, attends, quand il reste affiché quand. Parce que là, par exemple, chez moi, j'ai des scrolls indépendants pour chaque colonne. Attends. Non, à droite, ça scrolle pas du tout, non? Branding web et tout ce qui tourne autour. Si tu regardes le partage d'écran, moi, ça scroll.
Ah ouais, bah ok, pas moi. Ok. Tac, 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 parce que je crois que j'ai un écran assez grand. Là. Ouais, même quand je réduis la hauteur, ça scrolle. Mais ça doit fonctionner, hein. Le sticky, il te le bloque pas, hein. Tu peux défiler le contenu de ta colonne, même si tu l'as stické, tu peux la défiler, quoi. Non, je pense que l'idée, c'est vraiment de regrouper le titre et la vidéo. Et c'est ça que tu mets en sticky, quoi. Comme ça, quand tu défiles à gauche, et bah, ton truc, il reste à droite. Ok. Donc, en fait, alors Benoît, tu n'étais pas là la première fois. Pourquoi Darren parle de colonne? Parce que ce qu'on voyait la dernière fois, c'est que souvent, quand on a des layouts de ce type-là, la colonne est intéressante parce que en fait, elle embarque déjà le comportement mobile où les colonnes passent l'un en dessous de l'autre. Et du coup, c'est des comportements que tu n'as pas à refaire, en fait. Pareil, la colonne embarque déjà les comportements de gap et tout. Après, si on fait des rows et qu'on est avec un flexbox, de toute façon, on aura des principes de gap. Mais voilà, dans ce cas-là, effectivement, je pense qu'on a deux options. À mon avis, le row et la colonne se valent. Pourquoi est-ce que le row, à mon sens, pose moins de problèmes ici? Parce que ces colonnes-là, en fait, on les fait dans le template, on ne les fait pas dans la page. Et comme on les fait dans le template, on pourrait estimer que l'éditeur du site va moins aller là-dedans, en fait. Tandis que si c'était fait dans la page, on serait peut-être plus parti sur un choix que l'éditeur serait capable de reproduire tout seul. C'est aussi un code plus simple avec les blocs RAW au niveau CSS. Du coup, probablement moins de surprises quand tu surcharges. Avec les quoi, pardon? Avec quel bloc? Avec le bloc RAW, Ouais, ça génère un code CSS qui est plus simple. Donc, quand tu veux le surcharger, c'est aussi peut-être plus safe, ok. Ouais, bah après, facile. comme dit, effectivement, si on est dans le template, le row peut bien marcher. Après, dans tous les cas, si on avait utilisé une colonne, je pense que ça aurait été intéressant de poser une classe dessus. Donc, pas forcément via un register style, mais une classe directement dans le template. Après, quand on va mettre des rows, faudra aussi en poser très certainement enfin, c'est la structure. Autre avantage de la row, Benoît, que tu n'as pas noté, je viens d'y penser, c'est que la row, comme c'est composé de groupes, en fait, l'avantage, c'est que, alors, je vais vous montrer, c'est quand on prend groupe, en fait, c'est ça, je trouve. C'est qu'en fait, quand on fait la structure avec des groupes et avec des rows, en fait, groupe nous permet de sélectionner l'élément HTML qui va Ouais, ok. s'afficher. Est-ce que ça va être une div ou est-ce que ça va être le reste? Et je trouve que dans ce cas-là, c'est hyper pertinent parce qu'on pourrait vouloir mettre la colonne de gauche comme un aside et la colonne de droite comme article, par exemple, ou bien comme div, hein, simplement. Mais Main, ouais, ou main, pardon, je ne l'ai pas vu. Euh, mais effectivement, cette piste est intéressante. Donc, je trouve que rien que pour cette raison, en fait, dans notre cas, étant donné qu'en plus ça se gère dans le template et pas dans la page, la piste du row peut être et intéressante. Ah, désolé d'arrêter maintenant que tu t'étais mis au je vous en collab. prie. On revient sur des rows. Ah bah, ben, y a pas de souci, hein. Ensuite, Ici, là-dedans, vous vas-y. voyez quoi en fait si on attaque la colonne de gauche? Parce en fait, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a un espèce de principe qui est toujours là et qu'on peut industrialiser en 2 secondes aussi dans cette colonne. Le côté collapsable. Ouais, bon, il y a une petite anime en plus. Mais ça, alors je sais pas si c'est passé en prod maintenant, mais dans la démo de Gutenberg, on a le bloc détail. Ok. On a le bloc détail qui peut être hyper intéressant. Et après, bah, si le markup ne convient pas, euh, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut imaginer soit avec un bloc custom ACF ou un bloc custom classique, un natif, soit d'une autre manière. Il faut voir. On peut imaginer ça comme différentes sections.
Typiquement, on pourrait se dire que chacun de ces trucs, c'est une section. Et dans la section, en fait, étant donné encore une fois que c'est dans le template, je trouve que ça pose pas trop de problèmes. Dans la section, on aurait un header qui correspond à chaque fois à ça. Je le mets là. On aurait un header. Et on aurait un corps, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. On peut, dans le bloc détail, on peut utiliser n'importe quel bloc à l'intérieur. Je ne suis pas sûr. Non, la partie du haut, c'est un title, un truc comme ça. Après, la partie du bas, tu peux mettre ce que tu veux, c'est un inner block, mais Qui est pas restreint. Et la partie du haut, tu peux, en fait, surtout dans le bloc détail aujourd'hui, tu peux sélectionner, ce qui te permet de sélectionner, c'est une taille de texte ici, mais du coup, elle s'applique à tous. Donc après, c'est en CSS que tu dois faire un petit peu tes magouilles, mais il n'est pas encore très développé. À la limite, tu peux mettre une image en ligne, mais voilà, le bloc détail aujourd'hui, ouais. c'est pour ça que je suis pas sûr qu'il convienne 100% pour ce cas-là, en fait, en particulier. Mais ton exemple était bon. Il était bon. Par contre, dans la partie header, il y a un côté accessibilité à prendre en compte. Il faut vraiment que ce soit un bouton pour une ouverture, en fait. Voilà. Pardon. Ou un lien, quelque chose de cliquable, on va dire. Ah oui, là, j'ai juste marqué header, mais on pourrait très bien mettre donc soit un bouton, on peut mettre un lien, en fait. Je sais pas, un truc comme ça. Ouais, sauf qu'il l'a pas, hein. Pour le coup, ici, il n'y a pas de hashtag quand tu cliques sur le truc, donc ouais. Bon. Mais après, derrière, en CSS, l'animation, elle est faisable. Ouais, il y a un peu de CSS. Le bouton est en priorité à utiliser, puisque c'est sa fonction. Un lien n'est pas trop adapté, parce que un lien, c'est pour aller sur une autre page, et c'est pas adapté pour faire une action enfin, déclencher un événement. Ok. En termes vraiment d'accessibilité, là, je parle. C'est bien, très bien. On aurait quelque chose de comme ça. Voilà. Et l'avantage, c'est que ce groupe-là, on peut en faire potentiellement un bloc pattern dans lequel on place alors, est-ce que ça reste une section? Est-ce que ça reste autre chose? Voilà, ça me paraît assez libre. À la limite, on lui met ça. Ce dont on parlait Patrick la dernière fois, block name. Pas mal ça. Mais là-dessus, ça peut être navigation opener. À voir quoi. Mais quand même, t'as raison. Dans ce cas-là, vous peut-être mieux faire un bloc custom, parce que faut que ce soit vraiment avec la bonne hiérarchie des blocs, tout ça. C'est peut-être plus simple. Donc voilà, maintenant qu'on a cette base, Benoît, tu peux. Alors, pour compléter ce que tu viens de dire d'ailleurs, Patrick, le bloc custom peut être intéressant aussi parce qu'il peut nous permettre de définir les options qu'on a. Typiquement, est-ce que ma boîte, en fait, elle a une image en background? Est-ce qu'elle a une couleur en background? On pourrait, avec ça, bien sûr, puisqu'ils ont rajouté ça en plus. Ils ont rajouté l'arrière-plan image, donc ça, c'est cool. On pourrait déjà. Donc, on aurait là un truc jaune qui correspond à ça, par exemple. On pourrait déjà. Et là, bien sûr, on pourrait aussi ajouter de manière optionnelle un footer, de temps en temps. Un bloc qui ferait office de footer dans la boîte. Il n'est pas utilisé partout, mais bon. Voilà. Donc, si on attaque, Benoît, si tu reprends et que tu attaques les différents blocs, donc celui-là, par exemple, je propose celui-là, ensuite celui-là. Je vois pas ton pointeur. Hein. Ensuite, celui de sélection de projet. Bon, là, Benoît va attaquer sur celui-là. Tu parlais de toute façon, tu parlais d'une loupe, d'un bloc loop, Benoît. Ouais. Oui. Alors. Donc le bloc projet,
un système de filtre. Ah, c'est bien que tu dises, c'est bien que tu parles de filtre. Quand je bosse dans les agences, il y a un truc qui revient toujours. C'est effectivement là, on est sur un filtre parce qu'en fait, les gens confondent toujours catégorie et filtre en fait. Et c'est pas mal que tu le soulignes. Alors là, on est effectivement dans le cadre d'un filtre parce qu'on vient rafraîchir la vue actuelle. Souvent, les gens appellent aussi filtre quand on change de page. Or, ça, c'est pas un filtre, c'est de la navigation. Donc, effectivement, là, on est sur un système de filtre. Donc, on peut se poser la question, est-ce que le bloc catégorie, en fait, pour afficher toutes les catégories, est-ce qu'il conviendrait, étant donné que le bloc catégorie affiche des liens vers les pages de catégorie, et s'il ne convient pas, là, dans ce cas-là, c'est vu qu'il y a un système de filtre, on n'aurait pas du natif. Alors, le bloc catégorie pourrait éventuellement convenir pour récupérer, pour lister les catégories. Mais après, il faudrait, avec du JavaScript, intercepter les clics et du coup afficher, rafraîchir le contenu. Ce qui, en termes d'accessibilité, est peut-être pas le mieux. C'est peut-être mieux d'avoir une liste de boutons plutôt qu'une liste de liens. Donc, très certainement, là, on est sur un bloc custom. Yes. Un bloc, si on fait des boutons, en fait, on pourrait faire un bloc custom qui sort le markup du bloc bouton avec un S pour garder exactement les trucs des boutons. Les blocs boutons, le bloc bouton au pluriel sort des liens. Donc, on pourrait éventuellement garder des classes, mais pas les balises liens. Right. Et puis, après, quand on clique sur un projet, ça rafraîchit le contenu de la page. Il y a un chargement. Il y a un changement de contenu dans la partie droite. Sans rechargement complet de la page. Donc là, on est aussi sur quelque chose qui n'est pas réalisable avec les blocs natifs. Enfin, disons. Non, on peut le faire avec ce bloc custom, en fait, en faisant de l'Ajax. C'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ce bloc-là. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Après, je pense que la question Ajax, pas Ajax, je ne suis pas sûr que ce soit une question qui concerne le découpage. Mais oui, effectivement, on n'est pas sur une typologie de site où il recharge tout à l'ancienne, un petit peu classique. Sur cette partie de... Là, j'ai ouvert un projet sur cette partie de droite. Il y a cette partie-là, en fait, qui est intéressante. Et cette partie-là qui est aussi intéressante à explorer en mobile. Donc, on affiche ça. Alors, je vais prendre le même projet. Voilà. On pourrait se dire au début que ça peut être un bloc détail. On pourrait utiliser le bloc détail pour mettre ça. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire? Pas sûr, parce que le bloc détail existe ici. Donc là, on aurait la place mobile. Il se passe quoi la mobile quand tu fermes et tu ouvres? Je peux revoir.
Sur mobile, en fait, c'est ouvert par défaut. Ah, d'accord. Ok. C'est ouvert par défaut, ça ferme qu'en desktop. Donc, en fait, à partir. Et là, on voit le crédit. Là, on voit que ça se comporte comme un détail. Donc, en fait, à mon sens, le bloc crédit, ça serait la version du bloc détail par défaut. Oui. C'est ce qui fonctionnellement correspond le. Le détail, tu peux le transformer en pop-up, justement, HTML, CSS, grosso modo. Donc, en vrai, ça peut coller, hein, d'en faire un détail. Bah, il faut ça, voir d'un point de vue HTML, quand on est sur une page, quand on est sur le single, est-ce qu'on a envie que le titre et tout le contenu soit dans une balise détail, en fait. En fait, je parlais de la sidebar, de cette sidebar qui apparaît en glissant comme ça, Ouais. en desktop, du coup, de droite à gauche, et en mobile qui apparaît en pop-up. Alors, Et, elle n'est pas en pop-up. Elle n'est pas en pop-up. Elle est intégrée au contenu. Alors, non, vas-y, ferme, regarde. Ouais, mais En haut à droite. si tu fermes, tu reviens à la liste des projets, en fait. Attends, regarde. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est le contenu. Et en fait, si on prend la version desktop, ça, je pense que ça devrait être le H1. J'espère que c'est le H1, d'ailleurs. Hein. Sinon, on risque d'avoir un petit problème quand même. Mais a priori, on est effectivement sur le H1. Il y a plusieurs H1 sur la page. Ah ouais? Il y a plusieurs H1 sur la page? Ouais. Ah, bon, ça c'est pas... Ok. Ça c'est pas ouf. Mais dans tous les cas, ça part pour être le contenu et dans le markup, ça partirait pour être ce qui est en premier, en fait. À moins que ce soit uniquement des métadonnées et que ça, en fait, ça soit l'excerpt. Vous en pensez quoi? Ça. Ok. Bah Oui. c'est par rapport à ce qu'on disait la dernière fois, Si, oui. l'exemple qu'on avait la dernière fois, notamment que Patrick, je crois que c'est toi qui avait traité cet exemple-là, et on s'était rendu compte que toutes ces choses-là n'avaient pas forcément, elles n'avaient pas vocation à être saisies dans le Gutenberg. Par contre, on était clairement dans des types dans de la métadonnée. Là, c'est de la métadonnée. Ça, c'est de la. Est-ce que c'est de la métadonnée ou est-ce que on coche est-ce que c'est une taxonomie custom qui correspond à des services? Ça, c'est des services, ouais. À mon avis, c'est lié d'ailleurs à des services, peut-être dans d'autres pages. Ouais, dans d'autres pages. Qui expliquent ces services, en fait. C'est des compétences. Ceux qui sont affichés là, par exemple, voilà, c'est ça. Après, j'ai l'impression qu'il y en a parfois, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je ne sais pas s'ils ont fait des pages spécifiques aux services, mais en tout cas, oui, c'est des services. Bah, c'est leurs différentes compétences, services. Voilà. Alors, non, il n'y a pas de page. Par contre, alors ça, je ne sais pas ce que tu en penses d'arrête, mais en design, ça passe pas en fait. Faire des rollovers alors que l'élément n'est pas interactif, c'est non. No way. Ouais, d'accord. Donc effectivement, il n'y a pas de page. Mais ça serait des custom taxonomies, sachant que Projet serait un CPT, forcément. Donc, mais ça reste de la donnée méta et les crédits, c'est pareil. Les crédits, c'est pas forcément du contenu. Donc après, il reste ça. Est-ce que ça, c'est le contenu? Ça, c'est extrait. Ouais, ça pour moi, c'est le résumé. Comme ça, dans le contenu, en fait, on met que les images. Mais c'est réglé. Ouais, et l'image, la thumbnail, mais voilà. Ouais, voilà, la thumbnail. En fait. Il y a ce petit truc quand même. Parce qu'il y a la thumbnail projet, mais il y a une autre thumbnail. Donc, je veux juste vérifier quelque chose. Faudrait juste vérifier si dans le titre d'une publication, en fait, mais non, en fait, on peut pas mettre d'image en ligne. Donc il y a juste ce petit truc à mettre en plus. Comment est-ce qu'on le traiterait? Ça peut être
Ça peut être un champ image qu'on rajoute à la main, qui permet de mettre une icône différente que la thumbnail. Si on prend un autre projet, voir comment ils ont fait. Voilà, ils ont chaque fois quelque chose de différent. Donc là, ça serait un champ à rajouter. Ouais. Surtout que quand tu refermes le menu latéral, tu as toujours l'image qui reste, et après tu as le texte qui passe en vertical. Ouais, Mais là, ouais. si tu fais de nouveau un bloc RAW Ouais. qui fait passer à la ligne le contenu quand il n'y en a plus, tu peux mettre un bloc image suivi du titre de la publication. Oui, ouais. Et là, en plus, on est sur on a déjà un RAW pour la navigation de gauche, on va dire, et la partie contenu. Et dans la partie contenu, on a un RAW pour le contenu de la page et pour tout ce qui est descriptif projet. On remarque d'ailleurs que le comportement qu'on avait initialement entre le contenu et la colonne de gauche, en fait, avec chacun son scroll, c'est exactement le comportement qu'on a entre la colonne de détail de projet et la colonne où on voit les images du projet. Donc c'est là où on peut déjà comment dire, essayer de mutualiser des comportements sur ces rows. Ceci dit, comme toute la colonne de droite, finalement, c'est des métadonnées, enfin des informations qui font pas vraiment partie du contenu. Ça n'a peut-être pas beaucoup de sens de gérer cette image avec un bloc. Peut-être ça serait mieux que ça soit un champ personnalisé. Oui, tu parles de celle-là, l'image noire. Ouais. Ouais, c'est ce que je disais, un champ personnalisé, oui, pas dans le contenu. Parce que ça, ce champ-là, ça sera le titre de la publication. Ok. Bon, grosso modo, on est là-dessus. Il faut voir s'il n'y a pas d'autres. Il y a ce bloc-là hein, qui est intéressant, on ne l'a pas traité, mais par rapport à ce qu'on voyait la dernière fois. Lequel, t'as dit? Bah, celui-là, en fait, parce que le bloc bonjour et le Ok. bloc on est dispo, on n'en a toujours pas parlé. Ouais. Ouais. On a dit qu'on avait cette espèce de bloc, on a dit qu'on faisait un bloc custom pour gérer ces boîtes-là. Mais du coup, on a dit aussi que ce bloc custom, on partirait sur les options natives d'un groupe potentiellement pour pouvoir choisir une couleur de fond ou une image de fond. Ah, il est là. Une couleur de fond ou une image de fond parce que ça existe. Mais ça voudrait dire que là, on devrait aussi être capable de choisir dans ce bloc l'alignement de mon contenu. Est-ce qu'il est sur le bas? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est sur le... Enfin, ce serait bas, middle, haut. Et surtout, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une notion de hauteur minimale pour ce bloc-là. Qu'il faudrait voir, où il faudrait voir comment est-ce qu'elle est gérée sur mobile. Ah, en fait, je me demande. Ah, vas-y, ouais, mets-le sur mobile. Parce que j'allais donner une réponse mais en fonction de vite, je vais changer. Non, c'est bon. Bah, au lieu de mettre des options d'alignement en haut, au milieu, en bas, déjà, peut-être là, le logo 1088, c'est une image. En dessous, c'est juste un titre. Peut-être un H2, je sais rien. Bref, on s'en fout. Moi, je gérerais la hauteur du bloc, du coup, via un margin de l'image, tu vois. Un margin top. Ah, donc, tu gères ça directement dans l'éditeur Ouais. avec l'option ici qu'on adore. Avec celle-là. Mm. C'est ça? Non, ouais, bah, du coup, au niveau de l'image qu'on mettrait dans le corps, quoi. Ouais. Pourquoi tu dis qu'on adore? C'est de l'ironie. Moi, j'aime pas en fait parce que c'est un réglage d'espacement manuel. Mais après, c'est chacun. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est après, potentiellement, ça me dérange un petit peu moins parce qu'on est au niveau du template. Si on était au niveau de la page, ça me dérangerait. Parce que si demain, au niveau de la page, tu utilises ce bloc 100 fois
et qu'à un moment, tu veux changer l'espacement une fois, comme tu as géré ça dans le contenu, tu es bon pour le changer 100 fois, en fait. Mm. Là, ça me gêne moins parce que tu es dans le template. Donc, on peut en faire un template part de cette partie, de ce truc-là. Et si demain, ton client te dit, ouais, en fait, cette marge, elle est trop grande, tu fais, bah, pas de souci. Je change la marge dans le template part et puis c'est parti, quoi. Donc voilà, là, ça me pose moins de problèmes. Si c'était dans le contenu, bah, beaucoup plus. J'arrête. Je ne sais pas si tu partages ou pas cet avis. Hein. Tu vis complètement. Après, encore une fois, c'est pareil, c'est le degré de, on va dire, de flexibilité qu'on veut laisser aux contributeurs. Moi, si le client il n'a pas besoin de toucher, j'aurais tendance du coup à tout faire en CSS et à supprimer l'option en BO, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Donc, Pourquoi pas un bloc cover, un bloc bannière avec une hauteur minimum et à l'intérieur, on a un bloc groupe en mode vertical avec du coup un space between. Bah, alors, le block cover, effectivement, il y a pas mal de choses qui pourraient arriver. Mais je trouve que, en fait, si on fait un bloc custom et qu'on utilise déjà ça, en fait, on a les comportements qu'on veut, quoi, je trouve. Bon, je ne pas d'image là-dessus. Mais je trouve qu'on a déjà. Et l'autre petit problème avec le block cover, à mon sens, hein, c'est que ça rajoute encore div dans div dans div. Donc voilà. Bon, en tout cas, il y a ce truc-là. Là, bon, celui-là, c'est presque le plus simple, en fait. Hein. Parce que ça, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça, c'est le footer. Et puis après, il y a ce petit truc. ça, c'est un checkbox stylisé, quoi. Il y a pas de, du coup, t'as pas de bloc natif Gutenberg pour faire un checkbox. Non. Mais du coup, ouais, faut. Si t'as le bloc HTML à l'arrière. Mais bon, bref. Mais est-ce que ça serait pas un bouton, ça? Parce qu'en Attends. fait, si on regarde le bouton, enfin, ça déclenche une action, alors ça balance vers une pseudo-page. En tout cas, ça fait un lien. Après, comment est-ce que le lien est géré, voilà. Mais ça fait En un fait, lien. ça ouvre un chat. En fait, ça, tu peux le faire avec un bouton dans un div. Et tu fais, ouais, tu appliques du style et du JS pour qu'ils prennent un état et un autre. Quoi. Ouais. Et Et, même que le déclenchement se fasse après l'animation, du coup. Parce que on a quand même le temps de voir l'animation avant de changer d'âge. ouais. Ouais. Et après, bah, on a ce bloc-là, compétences. Les compétences, on peut estimer que c'est des. Justement, on disait que c'est des taxonomies custom. Après, comment est-ce qu'on gère les initiales et les couleurs? Ça peut être ce sera sans doute des champs personnalisés dans la taxonomie. Non? Mhm. Je sais pas ce que vous en pensez. Je regarde juste. Le texte est sélectionnable pour les initiales. Non, c'est une image. Hein. Hop, ouais, Non, c'est une image. Ça se trouve, ils ont sorti des images en fait là. Ils se sont encore moins embêtés. ouais. C'est sûr que c'est des images. Ouais, je vois venir. Je lance mon inspecteur à 3 à l'heure. Alors déjà, il y a des liens. C'est une image, en effet. Ouais. Et déjà, il y a des liens. Donc les pages existent, mais elles ne sont pas encore actives. Ouais, mais sans doute parce que comme c'est une bêta, ils ont dû couper le truc. Ouais. Mais on Ah voit bah, c'est bon. là, on voit le pattern en fait. Compétences, Ouais. stratégie de marque. Mais voilà. Bon, et après, il y a le dernier, c'est ça. C'est là où, Benoît, par exemple, si on reprend ce principe-là, en fait, la map, c'est typiquement une image de fond, en fait. Ensuite, on a ça. Bon, ils en ont fait plusieurs images. Je comprends pas trop le principe d'en faire plusieurs images. Moi, ça, j'aurais sorti une image et puis basta. Et ça, c'est encore un groupe dans ce groupe, quoi. Bah, là, je dirais que les personnes, en fait, il y a potentiellement
une équipe en fait, qui est présentée. Et c'est peut-être lié à ça, en fait. Et en Donc, fonction de soit- l'arrivée des gens ou le départ, en fait, le numéro 23 change, tu vois. Ça peut être un peu dynamique. Donc, soit on peut gérer ça en disant qu'il y a les auteurs qu'on met en éditeur, on se dit que c'est l'équipe. Soit on fait un CPT équipe, on compte le CPT et on affiche les derniers posts de ce CPT avec les thumbnails de chacun. Ouais. C'est ça. Ouais, parce que dans les trucs d'agence, il y a souvent l'équipe, tout ça, machin, avec les photos. Donc. Là, effectivement, on n'a pas tout comme ça, un site en bêta. Mais, après, bon, là, ces dernières choses, là, je suis d'accord avec vous, on est dans le template, il y a des trucs comme ça, on va faire des rows. Voilà. On va pas. Je vais pas faire mon chiant sur ce coup-là. On va faire des rows. Et puis voilà, là, on est sur un groupe où. Cet exemple-là, intéressant. Comment vous gérez ça? Avec le média texte, j'ai envie de dire. Ok. Ouais, ok. Non? Je sais pas. Plusieurs Où ça, manières. là, t'as dit? Ça. T'as vu Montréal. Montréal, Québec, Canada. Ah, ok, là. Ok. Je dis ça parce qu'on en Ou, a parlé au dernier live, c'est pour ouais, ça. Je me ouais. suis dit, tiens, on va faire pareil. Et t'as aussi le inline image, comme moi, voilà. Alors là, il va un peu nous embêter. Parce que tu sais, ce texte, il y a 2 lignes. Donc l'image, il va concerner quoi? 7 lignes ou 7 lignes? Donc en fait, on a 2 choix. Soit on a votre classique raw, en fait. Là, je vous le laisse, il n'y a pas de problème. Soit effectivement, on peut avoir le principe du médiatext. Et en médiatext, on risque pas d'avoir l'image qui se coupe à un moment, Image qui? qui est coupée si. Non, tu peux forcer un affichage complet. Ok. Ouais. Ouais, et puis maintenant, tu peux mettre la forme carrée avec cover, tout ça. Tu peux vraiment maîtriser l'image. Et puis tu as l'option qui te permet de dire si en mobile tu veux que ça reste l'un à côté de l'autre. Médiatext. Voilà, on décoche empilé sur mobile. Et puis c'est parti, quoi. Ah, attends. Pourquoi il est présenté de cette manière? Ok. Ok, à investiguer. Pourquoi est-ce qu'il est présenté de cette manière au-dessus en dessous? Ouais, c'est nouveau. Ouais, c'est bien. Hmm. Il y a peut-être un bug là. Non. Il y a un truc dans la matrice. Mais une image pour voir, peut-être ça. Peut-être qu'il faut mettre une image, quoi. C'est bizarre. Ouais. Ouais, bizarre. C'est ouf, Attends, hein. mais. Et ça, c'est un WordPress vierge. Ça, c'est fr.wordpress.org/Gutenberg. Ça utilise quoi derrière? La C'est version stable ou... la démo en ligne, c'est la démo en ligne officielle. Oui, mais avec les possibilités du corps ou du plugin. En fait, t'as pas une vue du résultat sur un template, en fait. C'est que l'éditeur. Donc, je sais pas ce qu'ils ont mis derrière. Mais en tout cas, ouais, il y a un truc dans la matrice, là. Ouais, C'est marrant, un bug. on en parlait dans l'épisode 1 de construire un comportement spécifique du médiatext, soit gauche-droite, soit en haut, en bas, quoi. S'ils le sortent bientôt, je vais pas me casser la tête. Sachant que là, en plus, si tu fais ça et qu'il y a un comportement spécifique, l'avantage, je trouve, c'est que on n'a pas besoin de créer un register style là-dedans parce qu'en fait, on a un contexte dans lequel on peut déclencher ça. Ces blocs-là custom, on va sans doute leur donner à un moment un nom, si ce n'est pas un ID, une classe, ou on va sans doute les identifier d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, tu peux très bien dire que c'est le média et texte qui est dans le bloc qui a la classe contact, par exemple. En fait, on n'a même pas besoin d'une classe à la main à maintenir pour le déclencher. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce découpage? Il était un petit peu plus complexe que la dernière fois, hein, bien sûr. Ouais, celui-là, il est chaud quand même. Tu as fait un choix un peu tendu. Hein.
Ah, d'arrête, j'ai l'impression qu'il aime le challenge. Donc, Parce que là, on est sur une web app fait avec Svelte, avec un truc complètement dans tous les sens. Ouais, non, mais il est chouette, hein, après. Après, ça me stresse beaucoup, la vidéo qui arrête pas de tourner depuis tout à l'heure, là. ouais, bon, Ça me fait monter les pulses, en fait. Est-ce que c'est bon pour ce sujet? Est-ce qu'on attaque le deuxième? Raconte. Oui? Oui. Ok. Alors, le deuxième sujet, c'est la question des... Alors, je vais changer de page, parce que Patrick, il va nous faire une attaque, sinon. Mais je te jure, j'ai été obligé de fermer l'onglet, là, parce que j'en pouvais plus, en fait. Voilà. Non, mais je te laisse là, tu vois, vu l'heure, je te laisse devant un peu de chips. Donc, en fait, c'était il y a la question des espacements sur les projets dont on voulait traiter. Souvent, les espacements, c'est un des... Comment dire? Quand on passe en mode 1T ou même quand on design, c'est une des grosses galères. Pourquoi c'est la galère? Parce que assez souvent, historiquement, quand on passe en inté, les questions des devs, c'est toujours ouais, mais là, cet espacement-là, voilà, il diffère de 2-3 pixels par rapport à celui qu'il y avait avant, etc. etc. Donc, bon, déjà, il faut savoir un truc, c'est que ce soit Photoshop, Figma ou quoi, on a on aura l'erreur peut exister en fait. Tout le monde ne compose pas ses maquettes avec l'auto-layout sur Figma. Et le petit défaut de l'auto-layout, c'est qu'on met un espacement entre les différents blocs et c'est le même, en fait. Donc ça, en design, ça nous gêne. Pourquoi ça nous gêne en design? C'est que, je vais vous montrer un exemple. On va faire des petites démos pour que vous puissiez vous rendre compte quand ça charge. C'est qu'en fait, en design, et donc d'arrêter là, donc il pourra compléter. En design, en fait, on ne veut pas un espacement unifié de partout. Pourquoi? Parce que si par exemple on prend une composition de texte, on ne va pas vouloir. Alors, je vous mets un truc là, tac. Imaginons on a un H1. 60, comme ça on voit bien. Ensemble. Un peu obligé. Imaginons on a un H1, un petit texte de résumé. Alors c'est un résumé, donc on peut le faire un peu plus grand que le texte de labeur. Ensuite, on aurait par exemple du H2 avec du texte. Le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en design, assez souvent, une fois qu'on est dans le corps d'un texte, il y a déjà un truc qu'on peut industrialiser, c'est que pour les titres notamment, assez souvent, on veut souvent plus d'espace au-dessus du titre qu'en dessous du titre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce texte-là qui est en dessous du titre, en fait, il vient accompagner le titre. Tandis que le texte qui est au-dessus, c'était la section de contenu précédente, en fait. Et même si là, par exemple, je me dis ça, c'est pas un H2, c'est un H3, imaginons, je vais quand même faire en sorte d'avoir plus d'espacement au-dessus du titre qu'en dessous du titre. Donc ça veut dire que déjà, il y a une astuce, c'est que on pourrait facilement se dire, là par exemple, j'ai mon texte, il est en 28 et mon espacement, imaginons en 20. Voilà, en 28 aussi. Et en dessous, il est plutôt en 14. Voilà. Déjà, il y a un truc que vous pouvez industrialiser facilement, c'est que quelque chose plus le H2, le H2, il prendrait un margin top de, par exemple, 1 EN. Donc là, déjà, bon, là j'ai fait un truc à l'arrache, donc c'est passé en bi. Déjà, ce qu'il faut, une des manières très simples qu'on a pour commencer à industrialiser des espaces, c'est de mettre en place des choses que vous allez laisser à chaque fois identiques ou pour lesquelles vous allez juste changer la valeur sur certains éléments. Donc, vous pourriez facilement vous dire, pour avoir quelque chose, parce que l'objectif, encore une fois, de tout ça, c'est d'avoir quelque chose que vous pouvez utiliser quel que soit le projet, en fait.
donc créer le moins de dépendance possible, mais vous pourriez facilement dire que au-dessus d'un titre, en fait, la marge au-dessus d'un titre, on la définit toujours par rapport à la taille de ce titre. Comme ça, si vous changez vos H2, vos H3, etc., vous n'avez pas à changer les marges. Pourquoi est-ce que du coup, il y a un truc qui est hyper important à retenir? C'est le sélecteur plus. Pourquoi est-ce que moi j'incite à utiliser ce sélecteur? Parce qu'en réalité, en design, l'espacement se déclenche par la succession de deux éléments, en fait. Si vous prenez à chaque fois la manière d'intégrer classique, imaginons ici on a une boîte newsletter et ici on a une autre boîte partage réseaux sociaux. OK? On est d'accord. Et là, vous me suivez, vous êtes avec moi? Ouais. Et là, en vert, je vais matérialiser l'espace qui est entre les deux. Pourquoi est-ce que pour moi l'espacement se déclenche par une succession? Simplement que si j'enlève ce bloc rouge, on est d'accord que je ne veux pas ça. Si j'enlève le bloc rouge, je veux ça. On est d'accord. Donc ça veut dire que, alors imaginons, on est ça, imaginons là on est dans un contexte de colonne. Alors je vais dessiner les colonnes. Comme ça. Donc on a une colonne 1, une colonne 2. Voilà, par exemple. Voilà. Imaginons que j'enlève le rouge. Et imaginons, est-ce que vous voulez que la colonne fasse cette taille? Ou est-ce que vous voulez que la colonne fasse cette taille, notamment en mobile? Après, en haut ou en bas. Mais pour moi, il n'est pas hyper gênant l'espacement. Alors, je vais te la faire dans l'autre sens. Regarde. La faire dans l'autre sens. On va inverser nos colonnes. Et on va enlever le rouge. Et maintenant, je vais traiter ça en mobile. Ah, oui. Ça veut dire qu'en mobile, ta colonne, elle va intégrer cet espace qui est un espace, donc qui ne se voit pas, du blanc. En plus, ta colonne va intégrer le gap de ton groupe colonne. Et ensuite, tu auras ta deuxième colonne. Donc là, je ne sais pas pour vous, mais celui-là, en fait, moi, il me pose énormément de problèmes parce qu'il me fait tout sauter. Et celui-là, il est généré pourquoi? Parce que de manière classique, quand on intègre ce bloc gris, n'importe qui mettrait les gens voient toujours un espace en dessous de ce bloc gris. Donc, en fait, ils mettent un margin bottom à ce bloc gris. Sauf qu'en fait, c'est faux. Ce bloc gris, il n'a pas un margin bottom, en fait. C'est le bloc suivant le bloc gris qui a un margin top. Est-ce que vous suivez? Alors, en fait, Donc, ta technique est super avec le plus, pardon, je te coupe, mais ta technique est super avec le plus, c'est super utile. Mais dans le cas d'une sidebar comme ça, où tu as des blocs qui suivent, tu mets un gap en flex colonne, par exemple, ou en grid, tu mets un gap qui se met automatiquement s'il y a deux blocs ou trois blocs. Oui, alors, s'il n'y a qu'un seul, il n'y a pas de marge, du coup. Oui, d'accord. Mais dans ce cas-là, regarde. Imaginons, c'est ça. Si en fait, imaginons que je finis avec un titre. Si à chaque fois j'ai mis des margines bottom à mon titre, tu vois, ma colonne elle finit comme ça. Oui, pour le texte, le plus est vraiment utile. Pour la sidebar, le gap suffit. C'est ça que je voulais dire. Oui, là c'est parce que oui, effectivement, parce que ça, tu ferais ton truc en flex. Oui, mais là, tu vois, on va faire ça. Imaginons un moment, tu as un groupe parce que à un moment dans le contenu, tu mets un truc, le saviez-vous, tu vois, et ça fait ça. Ben, en fait, là, on a autre chose que du texte, mais si ton groupe il vient finir le contenu, tu as envie qu'il finisse le contenu comme ça.
Et tu peux pas utiliser le gap là-dedans, parce que là-dedans, en fait, tu vas avoir du H, du P, du H2, de l'image, de la div en groupe, du bouton, et tu peux pas généraliser un seul gap pour tout ça, en fait. Juste, ça fonctionne pas. Oui, oui, pour le contenu, ouais. Ouais, pour le contenu. Donc, le premier truc, c'est imaginer, enfin, moi, je vous conseille en tout cas, imaginez bien l'espacement comme soit du gap, effectivement, comme tu dis, soit comme la succession de deux éléments. Lui, c'est pareil. Lui, il est là, en fait. On est bien d'accord que si je matérialise ma colonne, lui, en fait, allez, lui, je le veux là, en fait. Je veux pas que le H2, il ait un margin top par défaut, en fait. Parce que sinon, dans ma colonne, ça me pète tout. Je veux que mon H2, il soit comme ça. Et si mon H2, il a un margin top comme ici, bah, c'est parce qu'il y avait quelque chose avant. Donc ça, c'est le premier truc. Le sélecteur plus, très très intéressant. Ce que vous pouvez faire, en fait, enfin moi, ce que je trouve hyper intéressant, parce que on est bien d'accord avec ce sélecteur plus, la problématique qu'on a, c'est que plus on a de blocs disponibles, plus on doit bosser plus on doit travailler plus ça devient compliqué en fait. Ça donne quoi un P plus une image, un P plus ci, un P plus ça, etc., etc. Donc une des manières que vous avez d'industrialiser un petit peu ces principes, c'est de vous dire que plutôt que de faire l'enchaînement de P plus H, ensuite l'enchaînement de P plus H3, l'enchaînement de ci, de ça, imaginez des enchaînements entre types de groupes. C'est-à-dire que, imaginons que ça, entre types de blocs, pardon, imaginons que ça, c'est une image, en fait, que ce soit une image, un embed, une vidéo ou un média en général, en fait, on peut industrialiser l'espace qu'il y a après en fonction du type de bloc. Donc, ça serait, par exemple, on industrialise tous les espacements des médias. Donc, médias, ça veut dire image, embed, bloc vidéo, etc. On industrialise tous les espacements des blocs de texte. Donc là, vous auriez liste, titre, etc. Et en fait, plutôt que de faire des espacements spécifiques à chaque bloc, vous faites des espacements spécifiques aux familles de blocs. Donc ça, c'est le premier truc qui vous permet de rationaliser, de mieux gérer un peu le truc. Vous pourriez très bien imaginer, alors est-ce que je les ai là-dedans? Je les ai là. Là, vous voyez? Zoom, Pardon, je me suis vieux. excuse-moi. Donc en fait, moi, par exemple, ce que je fais, c'est que j'ai une mixine qui s'appelle Defo Space Text, Defo Space Container. Donc ça c'est ce que j'applique, par exemple, au groupe. Defo Space Media, ça, je l'applique à tous les médias. Ou Defo Space Action, ça, je l'applique à tout ce qui est bouton et tout ce qui est appel à l'action. Et le truc, c'est que quand je vais traiter les espacements d'images, par exemple, ou les espacements d'embed, en fait, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais inclure ce truc. En fait. Et du coup, ça me permet de traiter l'espacement par défaut de groupes de blocs. Le deuxième point, en fait, que vous pouvez ajouter à ça, en fait, c'est de traiter les espacements, donc toujours sous forme d'enchaînement, mais d'enchaînement par rapport à des propriétés qui ont été sélectionnées. Est-ce que c'est là-dedans? Voilà. Bon, là, ça parle de padding, mais c'est le même principe. Imaginons que, donc en fait, c'est pas là, je vais vous le trouver. Ah ben, on va être là-dedans. Là, vous voyez que par exemple, les containers, en fait, que ce soit bloc colonne, bloc médiatext, en fait, ils intègrent à chaque fois les mêmes espacements. Yes. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est ça, après. Ce que vous pouvez rajouter comme nuance, c'est de dire que je fais des espacements en fonction de famille de blocs qui suit une autre famille de blocs, ça donne ça. Ça, c'est mon truc par défaut. Par contre, on a aussi les options
de grille wide et full, en fait. Et wide et full, ça peut aussi être une manière d'industrialiser ça, en fait. Donc, vous pourriez très bien vous dire que les éléments qui sont wide, en fait, comme ils sont plus larges sur la grille, bah, l'espace que je vais laisser entre cet élément et l'élément suivant, comme je suis sur un truc plus large sur la grille, je vais l'augmenter, en fait. Donc, en fait, je génère des espacements automatisés par rapport à l'alignement wide. Et quand je suis en full, ça va encore au-delà. Je suis en full, ça touche les bords de l'écran. Bah, ce qu'il y a en dessous d'un full, c'est encore plus grand. Là, j'ai juste mis une exception. Pour moi, 2 fulls qui se suivent, j'ai un margin top à 0. C'est bien, tu as tout mathématisé et entre guillemets automatisé, mais tu n'as jamais eu des retours clients qui disent l'espace il est trop grand? Si l'espace est trop grand, je change une fois dans le mixin. Pas de spécificité. Attends, et du coup, ça reste quand même proportionnel, ça change un peu partout, quoi. Ça reste proportionnel, c'est l'étape suivante. Pour que ça reste proportionnel, on fait quoi? Alors, je vais vous montrer juste. Tac, donc là, vous voyez qu'on a ça. Margin top wide, margin top défaut, machin. Elles sont toutes là. Là, vous voyez que j'ai des mixins margin bottom wide, top wide, etc. Parce qu'en fait, assez souvent, les espacements, on les définit en desktop. Et du coup, je fais des mixins comme ça. Chaque espacement, il vit aussi en mobile. Donc, par exemple, l'espacement top wide, bah, il est là, mais sa version mobile, c'est ça. On pourrait aussi traiter ça avec des clamps. Moi, aujourd'hui, je ne traite pas les espacements avec des clamps parce que c'est encore des fonctions un peu obscures pour moi. Mais voilà. Le deuxième niveau, en fait, pour traiter ça et pour répondre à ce que tu viens de poser comme question d'arrête, comment est-ce qu'on fait pour faire responsive temps? C'est que moi, dans le thème JSON, à un moment, dans le thème JSON, on peut définir des customs, en fait. Et moi, je mets ça. Ok. Ok. Quelle est la différence avec parce que là, moi, je comprends de pouvoir affiner avec les alignements wide et tout ça. Mais quelle est la différence entre ce que tu fais dans le CSS pour les blocs, spécifiquement, les médias, les embeds, tout ça, et ce que tu pourrais faire aussi dans le theme.json où tu peux, par bloc, définir des marges et des paddings? Parce qu'en fait, je veux rationaliser et plus je le fais spécifique à chaque bloc, plus en fait, je me crée de la dette de maintenance. Tandis qu'un bloc de médias, que ce soit un embed ou une image, en design, franchement, tu n'auras pas de différence. Tu n'auras pas de différence. Un designer, enfin sur une maquette, tu vas avoir 60 au-dessus d'une image, 60 en dessous. Tu as un embed, on va juste remplacer l'image par un embed, ce sera la même chose. Donc, pourquoi est-ce que je ne le passe pas là-dedans? Effectivement, pourquoi est-ce que je ne le passe pas là-dedans? C'est parce que ça me fait une spécificité en plus. C'est comme si je le gérais en CSS. Ça me fait une spécificité là-dedans en plus. Tandis que là, ça me fait un truc industrialisé. Et en fait, ce que je fais, c'est que sur chaque projet, je définis une espèce de logique. Donc là, on est sur du 15, 30, 45, etc. On pourrait très bien partir sur des multiples de 20. Et en fait, je définis mon échelle de cette manière. Et après, assez souvent, je ne le fais pas spécifiquement à des blocs parce que déjà, tu as peu de créas qui vont te sortir les guides de style aussi fournis pour tous les blocs. En projet web, tu n'auras jamais assez de design qui sera vendu pour qu'ils puissent produire ça. Donc en fait, ça me permet d'anticiper. Et même moi, quand Fantassin ou aujourd'hui, sur le volet design des projets, ce qui est vendu, s'il fallait vendre le guide de style vraiment complet, tu peux pas remettre 4-5 jours dans les dents sur le projet. Et puis surtout, ça me permet d'anticiper, c'est-à-dire que si demain, tu as un nouveau bloc qui sort, imaginons demain, ils font un bloc média et texte qu'ils appellent vidéo et texte, par exemple. Ils en font un nouveau. Au lieu d'augmenter le média et texte, ils en font un nouveau. En fait, moi, j'ai juste à faire ça et à lui appliquer les marges que j'ai envie. Donc, il y a ça, il y a cette approche-là. Et l'autre approche que j'ai découvert sur un meet-up à Lausanne, c'est en fait, vous avez aussi la possibilité de, je ne sais pas si ça vous parle, il y a la 8 Pixel Grid.
en fait. Et vous pouvez aussi, donc si vous êtes, si à ce niveau-là vous êtes perdu, vous savez pas trop quoi mettre ni comment. Est-ce qu'on fait chaque fois plus 15? Bah non, à un moment ça fait plus 30. Voilà. Bah en fait vous avez le repère de la Helix Pixel Grid qui vous permet de définir des suites logiques. Du coup, Darrell, tu vas peut-être m'aider, ça fait 8, 16, 24, 32. Bah, justement, c'est une base 16. Donc, du coup, tu fais 16 plus 8, donc 24, ou 16 plus 16, 32, etc. Donc, en fait, quand tu fais le plus 8, c'est un plus 0,5, quoi. Ouais, c'est ça. Attends. Mais ça c'est le genre de choses, si vous n'avez pas de charte d'espacement disponible, vous pouvez partir sur cette suite-là. Moi, j'avoue que je l'aime pas trop. Ou si on part sur cette suite-là, j'aurais tendance, au lieu de dire 16, 32, j'aurais tendance à le convertir en suite de EM. Oui, Pour- je fais Voilà. pareil, du coup. J'ai une base 16, et ensuite, je parle quand en EM ou REM. C'est Un ça. REM, c'est 16, toujours, tu sais, et après, du coup, C'est ça. ensemble, c'est 8. Et, Ça, si tu veux changer dans ton layout, comme ça, si tu veux changer un truc une fois, ben, en fait, dans ton body, tu changes la taille et du coup, tes Exactement. déplacements, ils suivent, en fait. Exactement. Après, c'est que des proportions. Ouais. Voilà. Donc, en fait, bon, faudrait regarder, je l'avais pas. Donc, ouais, faudrait trouver la suite. Suite 16 pixels gris. Mais voilà, en tout cas, il faudrait juste trouver la suite de numéros qui vous permet de faire ça. Et vous pourriez utiliser cette suite pour mettre là-dedans. Mais là, c'est un peu le même principe. J'ai des valeurs en pixels. Ça se trouve, là, si je suis malin, ben, je mettrai un EM, quoi. Exactement. Donc, une des choses intéressantes qu'on a, c'est ça. En design, ça, c'est un truc, déjà depuis Fantassin, après les premières années avec Gutenberg, on avait commencé à faire ça. Et ça marche très, très bien. À la limite, il y a la nuance XS qui peut être rajoutée, en fait, qui serait un 15/2, donc qui serait un 7. On va pas mettre un 7,5, hein, mais qui serait un 7. Mais déjà, là, si vous êtes en dev et qu'à un moment, vous bossez avec des designers, ça peut être pas mal de les encourager. Benoît, c'est notamment ce qu'on va faire avec les filles. Ça peut être pas mal de les encourager à définir un set d'espacement, en fait. Parce que du coup, en inté, à un moment, si tu vois 13 pixels entre deux éléments, tu cherches pas, en fait. Je sais que j'ai un truc qui fait 15, je mets le spacer S. Bah, c'est pour ça, pour reprendre le truc qu'on vient de dire à l'instant, moi, je parle qu'en REM, quoi. Du coup, Ouais, mon équivalent de ton S, ça serait donc un REM, et puis 1.5 REM, et puis 2.2 REM, etc., etc. c'est ça, c'est ça. Après, ça, c'est si tu veux te mettre dans un truc où tu es, attends, je suis en train de vous chercher juste un fichier. Oui, ouais, de toute façon, le REM, c'est mieux quand même. Ouais, Alors, alors on après, encore accessibilité, parce que si jamais la personne zoome en fait et que tu es en pixel au niveau de tes marques, ça va te péter tout le truc. exact. Le seul truc, c'est Ouais. que. Alors, attends, voilà, c'est là-dedans. Le seul truc, c'est que après, en fait, la problématique de ça, c'est que à un moment, un spacer qu'on a en 30, par exemple, imaginons, on utilise ça pour faire des paddings aussi. Donc, je vais vous montrer un exemple existant. On disait la dernière fois, on active les paddings sur les as background. On est d'accord? Vous vous rappelez de ça ou pas? Ah ouais. Mais c'est par défaut, ça. Ouais, Aussi. c'est par défaut. Non, si tu fais un thème custom, ça l'est pas toujours. Mais voilà, en tout cas, le as background t'active ça. Donc, on va chercher celle qui s'appelle, la mixine qui s'appelle padding défaut. Padding défaut. Padding défaut, elle est là. Et on voit que padding défaut, il y a une valeur, en fait, mobile. Donc là, on est en spacer et en desktop, on est en spacer M. Et là, j'ai repris pour le côté le root padding right.
Donc en fait, le truc qui est un peu chiant à gérer avec ça, quand on met des valeurs fixes ou des valeurs en rem, c'est que à chaque fois que vous allez gérer, c'est là-dedans, à chaque fois que vous allez gérer un espacement, en fait, vous allez être obligé de gérer l'espacement en mobile et l'espacement en desktop. Si on dézoome sur toutes mes mixines d'espacement, c'est un petit peu, ça va encore, mais ça peut être un petit peu lourd. Donc en fait, l'idée, ça serait la V2 de ce truc-là, ça serait de dire, OK, 120 pixels ou, je sais pas, 10 rem, c'est ma valeur. Faire du clamp. Ouais, voilà, c'est ma valeur desktop. Et en fait, on utilise des clamps pour faire les espacements. Parce que l'avantage, c'est que, en fait, ici, dans ma mixine, mon margin top wide, en fait, je lui dirais juste ça, je lui dirais juste c'est L. Et en fait, c'est dans la définition de L que le responsive est déjà géré grâce au clamp, en fait. Ouais. Et en plus, tu pourras utiliser tes variables dans le réglage du spacing sur le côté là, que t'aimes pas trop. Oui, Tu récupères tes mêmes variables en fait. Ouais. Et là, tu as un truc homogène, quoi. C'est ça. Et surtout, tu as un truc maintenable, en fait. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Après, il y a une logique entre le desktop et le mobile. Moi, j'utilise cette logique. XL, je passe à la valeur d'en dessous à chaque fois. XL passe en L. L, si j'en ai un M, passe en spacer classique. À un moment, je dois bien avoir un M passe en spacer classique. Si j'ai un spacer classique, ça passe en S. Et si j'avais un XS, le S passe en XS en mobile. Donc, voilà. Mais en tout cas, dès aujourd'hui, si vous voulez actionner facilement sur les spacers, la première étape, c'est de réussir à les industrialiser. Donc, combien est-ce que de typologies d'espacement j'arrive à repérer? Donc après, vous pouvez, si vous rajoutez XS, vous en avez 7, je crois. Là, il y en a 6. 7, franchement, avec 7, vous gérez tout. Il n'y a pas de. Commencez pas avec du XXXXL, vous mettez cela, vous en rajoutez un 7e pour un XS et c'est réglé. Vous avez tout votre site. Par contre, c'est quelque chose qui doit être transmis au designer, en fait. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et la deuxième étape, en fait, c'est ce que je disais là, c'est repenser l'espacement de manière générale, en fait. À quel moment est-ce que l'espacement est généré par de l'enchaînement? Et à quel moment est-ce que l'espacement dans un élément est par défaut, en fait? C'est cet exemple-là de la colonne, c'est vraiment l'exemple parlant, quoi. Un intégrateur lambda, il prend ce bloc newsletter, il voit qu'il y a toujours de l'espace, il met un margin bottom. Et du coup, même Patrick, ce que tu disais, il ne mettra pas un gap. Et si après il met un gap là-dedans, ça va s'additionner au margin bottom et ça. Donc il y a que du bordel. Donc à partir du moment où vous avez le gap va fonctionner si dans un conteneur vous avez des margines, vous avez des espacements qui sont linéaires. Donc si celui-là il est partout pareil, imaginons dans ma sidebar, l'espacement c'est toujours ma valeur verte. Pas de souci, gap. À partir du moment où j'ai un espacement qui est plus homogène, enchaînement. L'espacement ne sera plus homogène, notamment dans les zones de contenu, c'est logique. Tout simplement parce que la typologie même d'un élément, d'un bloc, fait que on ne peut pas avoir des espaces homogènes entre un H2 et un texte, entre un texte et un H2 et le texte qui suit ce H2, etc. On a des règles en design qui nous amènent quand même à dire, voilà, on met un peu plus d'espace au-dessus parce que comme ça, visuellement, ça coupe mieux. Et voilà. Et puis, donc, industrialiser, 2, bien discerner ce qui est de l'ordre de l'espacement par défaut plutôt que de l'ordre de l'espacement par enchaînement. Et le niveau 3, n'hésitez pas à intégrer la notion de qui est là, non, qui est là, la notion d'alignement. On avait avant, alors je vais retrouver la notion d'alignement avec les si c'est wide ou si c'est full, en fait, tout simplement. Et juste, ouais.
Vas-y. Juste pour revenir à l'exemple du retour client, on va dire classique, quoi. Quand il te dit oui, l'espace est trop gros, juste à un endroit précis en plus. Il va dire que tous les autres espaces sont bons, sauf celui-là, il dit ah, bah, celui-là, il y a trop de blanc, je trouve. Tu lui expliques tout ça, que tu as un design system qui marche de manière proportionnelle, que si tu modifies un endroit, tu modifies partout, et le client, il est toujours dit oh, bah ok, ça va. Bah, en fait, ouais, je lui explique comment le truc est conçu. Et en fait, surtout, je lui explique qu'en fait, on a monté un enchaînement d'espacements qui correspond à son layout à lui. Je sais pas, par rapport, ça peut être par rapport à des principes créatifs ou des principes d'identité. Imaginons, tu as une identité qui est basée sur, je sais pas, 3 piliers. Bah, en fait, tu vas faire à chaque fois des règles de 3 pour tes espacements, etc. Bah, si tu lui expliques tout ce truc-là, moi, j'ai jamais eu de problème. Après, le deuxième niveau, c'est quand même de lui expliquer que, bah, en fait, les espacements, ils sont pas là par hasard. Parfois, il y a des éléments qui doivent popper dans la page. Bah, c'est pas en les faisant clignoter qu'on va les faire popper. Par contre, c'est en ayant des espaces blancs qui sont forts qu'on va les mettre en avant. Et puis après, si vraiment il y a un retour qui est à la marge, imaginons, il y a juste l'espace au-dessus des H2, en fait, qui ne convient pas. Bah là, à la limite, tu fais un. Moi, je me là-dedans, je crée un truc qui s'appelle. Non, en vrai, moi, pour le coup, les solutions, je les vois, c'était juste pour vraiment connaître comment tu gérais, on va dire, la relation plus avec le client qui est justement comprend pourquoi il y a ça, ou au contraire, bah voilà, Bah, moi, à un certain niveau, en fonction de la maturité et de l'intérêt qu'ils expriment, je leur ai toujours expliqué d'où venait le design, en fait. Et comment est-ce que les choses étaient un petit peu conçues. Donc, à partir de là, il n'y avait pas forcément trop de problèmes. Et puis, alors, pour vous montrer un exemple concret, si on prend celui-là, en fait, même après dans le Figma, parce que là, pour l'instant, on a regardé du code, mais dans le Figma, c'est exactement la même chose, hein. Mais dans le Figma, les différents espacements, c'est des symboles. Donc, en fait, à partir du moment où on a une petite discussion là-dessus, bah, je montre comment c'est construit. Et à la limite, tu vois, si je fais une exception, je vais faire un calque, par exemple, un calque spacer S fois 0.9, par exemple. Comme ça, je garde une cohérence, en fait. Le moins de valeurs spécifiques. Là, vous voyez, les espacements, par exemple, ils sont tous là. Donc, ça veut dire que quand un client, c'est par exemple, tu lui livres un guide de style, bah, il va aussi voir tous ces enchaînements-là, quoi. Yes. Mais après, voilà, si vraiment il y a des trucs spécifiques, par contre, là, je crée un. Alors, je ne le ferai pas exactement dans ce dossier, mais je crée un CSS qui me liste tous les spécifiques. Je les mélange, je ne surcharge pas n'importe comment. Je préfère réécrire un sélecteur et l'avoir dans un fichier spécifique. Donc voilà. Est-ce que ça vous a causé? Oui. Yes. Vous êtes chaud pour intégrer ça sur le prochain projet? Moi, je le fais déjà, mais on va dire de manière plus simple. Et comme je t'ai dit, c'est vrai que le fait d'utiliser que des REM et ma base 16, ça simplifie les choses. Mais voilà, j'ai moins de systématisation précise. Quoi. Tous mes blocs ne sont pas. Tu vois, je laisse la modularité des options du bloc pour l'instant. Je laisse encore ça. Et comme ça, si par défaut, il y a le thème JSON qui définit un truc, ensuite, j'ai mes CSS qui définissent un autre truc. Et même pas. D'abord, donc le thème JSON, ensuite les options de Gut, et ensuite mes CSS qui viennent forcer, voilà, s'il n'y a pas de modularité via les options de Gut. Pour l'instant, je suis là. Je laisse encore de la liberté via les options de Gut. Je ne veux pas tout restreindre.
Bah, tu vois, là, moi, de plus en plus, et je pense que les espaces, je vais les aborder comme ça, là. J'ai un clamp générateur. Et en fait, tu vois, tu as ta grille min, ta grille max. Bon, là, c'est pixel parce que voilà. Mais, et en fait, tu sors ce truc. Tu vois, clamp 1 RM, machin, bah, j'utilise ça à la place de ma valeur spacer. Et l'avantage, c'est que j'ai mon spacer qui, imaginons la valeur 16, et on se dit que si ça doit descendre, ça descend à 14. Là, tu vois, mon spacer, moi, je pense à terre, je vais bosser avec ça. Mon spacer, je vais l'utiliser comme ça, un clamp. Et potentiellement, je réduis la quantité de code de manière assez drastique, quoi. Et en design, ça change rien. Parce que assez souvent, le designer, il va, bon, par rapport au fichier que vous avez vu avant, il y a deux trucs. Soit il bosse avec un auto-layout et il met le même espacement entre chaque élément. Dans ce cas-là, c'est un gap. Mais après, il va rapidement être embêté. Soit il met un auto-layout avec des gaps à zéro et après, il met des symboles qui ont différentes tailles. Attends, mais le clamp, tu peux le faire que pour de la font size, hein, pas pour des spacers. Si, tu Ah ouais? peux. Tu fais ça. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, regarde ce que ça te sort. Ouais, ouais. Ok, c'est un calcul, c'est comme un calque, genre. Un calcul, ouais. Attends, non, clamp, c'est minimum, maximum et taille normale, je crois, non? Ça? Ouais, la taille normale, en C'est fait, il t'a préféré. calculé lui. En fait, le Ouais. minimum et le maximum, c'est ce qu'il y a de plus simple à intégrer. Ça, on y arrive, il n'y a aucun problème. Mm. Moi, je trouve que dans le clamp, ce qui est toujours galère, c'est définir la valeur qui est au milieu. Donc, en fait, à un moment, il faut quand C'est le même. max, du coup, hein, c'est ça? Hmm. C'est minimum, max et taille normale. Donc là, ce que tu as Non, sur le c'est minimum, taille et maximum. Ah, ok, Et en ok. fait, c'est l'élément du milieu qui est toujours un petit peu galère à définir. Donc, moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je prends un générateur où je lui mets le minimum, le max en pixels, mais il te sort quand même en rêve, comme ça, tu es tranquille. Moi, je vous montrerai un truc qui est dans mon thème JSON, qui est un calcul avec le pareil, le VH. Mm. Et en vrai, du coup, Ouais. moi, j'ai juste trois options à modifier dans mon thème JSON. Et ensuite, derrière, mes 6 tailles se calculent automatiquement, en fait. Parce que Ok. mais après, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Après, tes six tailles, elles sont définies de manière linéaire, c'est ça? Ouais, Ouais. j'ai comme toi, enfin, moi, j'utilise small, medium, large, extra large et voilà. Quoi. Alors, moi, c'est pas toujours linéaire, hein. Tu vois, ici, tu as 15, plus 15, plus 15, plus 15, Ouais. plus 30, plus 30, en fait. Non, moi j'utilise, moi c'est linéaire, j'utilise justement des ratios, tu sais, comme minor third, major third, Ouais, ouais. etc. Même le golden ratio, tu vois, ça dépend. Donc je change juste ma règle et en fonction de ça, ça me fera les calculs automatiquement pour. Ok, ici. Mais voilà, en tout cas, spacing, vous pouvez déjà généraliser, enfin rationaliser plein de choses avec ça. Et l'avantage, c'est ce que tu as dit sur un projet. Voilà, on est plus sur un truc de 20, en fait, je change juste mes valeurs ici, quoi. Ça permet de rationaliser. Et puis surtout, quand on décompose le design, ça permet de se dire, voilà, j'ai potentiellement 7 espaces maximum que je définis. En fait, je rationalise, je découpe un petit peu, je regarde quels espacements j'observe sur le design. Ou sinon, je dis à mon designer, voilà, tu me rationalises tout ça, tu as droit à 7. C'est exactement la même chose pour les tailles de texte, en fait. Moi, les tailles de texte, maintenant, j'en ai un certain nombre, et puis basta. En fait, on s'arrange avec ça. Et ça marche toujours. Ça marche toujours. Voilà. Voilà pour cette session d'aujourd'hui. Vous avez des questions, des idées sur ce qu'on fait la prochaine fois? Non, moi j'aime beaucoup cette partie industrialisation, le découpage. Ça reste intéressant. Mais de toute façon, je t'ai déjà répondu hein, dans ton sondage. Moi, l'industrialisation, c'est un truc qui me, entre guillemets, passionne. Ouais, pareil. Malheureusement, la plupart des maquettes qu'on nous fournit, elles sont pas forcément aussi clean que celles que tu peux fournir, Geoffrey. Donc, les marges sont pas très cohérentes. Enfin, voilà.
Donc c'est difficile d'industrialiser des maquettes quand il n'y a pas eu vraiment on t'a pas demandé ton avis ou on t'a pas demandé conseil. On te file Après, des maquettes qui sont un peu incohérentes. Donc, Moi, j'avoue, je fais le forcing. J'explique quand j'intègre pourquoi c'est pas du pixel perfect, parce que je fais, ouais. Comme disait Geoffrey, j'applique des formules. Mais si vous Ah ouais. insistez vraiment, et malheureusement, le client insiste toujours, tu es obligé de créer des cas particuliers pour l'espacement qui lui convient pas, quoi, tu vois. Ah, mais le truc, c'est qu'il insiste parce que tu lui ouvres la porte. Je vais pas lui dire c'est mathématique, ferme ta gueule. Mais Non, mais après, tu peux dire qu'en fait, pour des questions de maintenance et surtout de cohérence graphique, en fait, parfois en design, voilà, il peut y avoir, il y a des petites erreurs. Tu vois, on crée tous les écrans, c'est un petit peu là. Ça, en code, on a besoin de rationaliser certaines choses. Donc, en fait, moi, tu peux dire, moi, ça fait partie de ma prestation d'intégration. Il y a des standards, en fait, pour que ce soit industrialisé, pour qu'on puisse passer plus de temps sur des développements custom, parce que c'est ceux-là qui ont de la valeur. Point. Donc, en fait, soit je vais appliquer ces standards à vos maquettes, et voilà, vous ne verrez rien. Vous ne verrez rien, parce que la perception sera trop faible. Tu vois, ils ont mis 17 pixels, toi, tu vas être à 15, parce que c'est industrialisé à 15. Personne ne va regarder les 2 pixels de différence. Mais toi, tu auras assuré une meilleure cohérence de l'intégration, tu auras assuré une meilleure maintenabilité pour la suite, et tu auras assuré une espèce de logique dans la descente. Parce que dans la descente des espacements, les designers, ils ne pensent pas à un espacement responsive, en fait. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, en fait, le problème que tu évoques, Darek, c'est que tu ouvres la porte à ce que je fais ça, mais en fait, si je ne fais pas ça, bah non, en fait, il n'y a pas le si je ne fais pas ça. Après, là, c'est. récemment, l'autre exemple que j'ai eu, mais c'est pareil, il faut faire toute l'éducation entre guillemets web client. Tu sais, j'avais une partie blog où le texte est bloqué à 680, donc j'utilise en fait du coup un peu, j'utilise le plugin typographie de Tailwind Ouais. qui te donne qui te force des textes sur des largeurs courtes. Et le client a insisté pour qu'on élargisse. Hein. Je lui ai expliqué pour les raisons d'accessibilité pourquoi c'était mieux d'avoir des colonnes courtes sur certains cas. Et il voulait pas. C'est comme tu veux. Bon, voilà. Mais même malgré les explications, quoi. Des fois, tu vois, ils insistent tellement que. Bah, tu as vu ce que tu viens de dire? Moi, je les ai dans le thème JSON. J'ai des variables, en fait. Tu sais, par défaut, tu as la variable, la largeur de ta grille par défaut. Donc, ça, c'est pour ton texte de labeur. Mais j'ai une variable qui fait de ça en mode qui fait que 500 pixels, par exemple, pour les textes en small ou en tiny. Et parce que de temps en temps, je sais pas, une légende qui est écrite en Core 12, bah, tu n'as pas envie qu'elle fasse 700 pixels de large. Après, ouais, t'es pas à l'abri, mais tu pourrais très bien contractualiser le fait que sur une intervention d'intégration, en fait, tu rationalises les designs, en fait, et qu'une fois que le design a été rationalisé, s'il y a des trucs à la marge, bah, c'est de l'extra, quoi. Ouais. Disons que je trouve. Ouais, bien sûr. Mais oui, après, c'est vrai que 90% du temps, 90% de la rationalisation, ils sont contents. Ils ne le voient pas forcément, mais ils trouvent ça bien et ils vont chichiter sur un petit détail à la con parce que c'est eux qui voient l'espace trop blanc, que c'est trop grand pour eux. Ouais. L'espace blanc, c'est un grand débat. Ouais, ça c'est franchement là je te parle au moins sur les 4-5 dernières années, je l'ai eu tellement de fois ce truc il y a trop d'espace là. Voilà, Ok, bon, eh ben, on arrive à l'heure. yes. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je mets la vidéo sur les internets très rapidement. Et puis, on se voit dans 2 semaines. D'ici là, il y aura d'autres exercices, comme d'hab. Et puis, il y a le Discord pour poster les idées pour le prochain live. Yes. Merci à tous. Ciao. Ciao.